Bon, alors bonjour à tous, hein, je vous remercie pour votre participation. Je remercie le Cercle universitaire d'études Marxistes pour sa confiance. Je suis bien content aussi d'étudier cette possibilité pour la première fois avec vous de conférence par Zoom, hein, qui laisse prévoir de futures rencontres, y compris par ce biais. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet historique. Bon, bien que le moi soit haïssable, j'éprouve en introduction le besoin de vous dire ce qui me semble autorisé à parler de sujets historiques dans un cadre forcément académique, hein, puisque c'est un cercle universitaire. Je vous présente un livre, je ne sais pas si les gens le voient, qui est principalement donc un recueil d'articles liés à la défense et illustration de livres concernant l'histoire de l'URSS. Donc, ça s'appelle Et pour quelques bobards de plus, contre-enquête sur Staline et l'Union soviétique. Donc, c'est lié à cette, comme je vous le disais, à cette défense et illustration de livres que nous avons publiés aux éditions d'Elga durant une quinzaine d'années. Donc, en 15 ans d'activité éditoriale, ces articles principalement polémiques c'est fait de critiques du courant historique institutionnellement dominant, consommant mis bout à bout donc une centaine de pages, donc qui témoigne de ma part d'un engouement mais, pour l'histoire, mais certainement pas, je tiens à le dire, d'une vocation qui impliquerait un sacerdoce, une pratique quotidienne. Comme j'ai pu le voir évidemment chez mes amis historiens, dont je suis et reste avant tout le modeste admirateur. Mais voilà, c'est surtout en vertu de cette admiration et de cet environnement intellectuel stimulant, hein, que crée notre activité éditoriale avec eux, qui fait que ce dont je parle me semble tout de même particulièrement important, particulièrement novateur, et je pense qu'il fallait aussi trouver le biais, constituer une sorte de porte d'entrée vers une littérature plus vaste, faire aussi un point, un bilan. Donc je précise que j'ai toujours pris soin de me faire relire, hein, dans ces matières, et aussi que ma pratique éditoriale de relecture, de contrôle de traduction sur documents originaux, parce que par exemple, vous ne pouvez pas traduire un document russe qui vous vient de l'anglais sans vérifier le russe, par exemple, hein. Tout ça m'avait familiarisé avec l'étude des documents importants de la période, d'autant que beaucoup de choses sont non seulement disponibles et même en ligne. Donc, quand je parle de défense et illustration de ce courant historiographique là, celui que je défends, euh, dans toute sa diversité, bon, la métaphore de la défense et de l'avocat ne me semble pas usurpée, étant donné la criminalisation actuelle du communisme dans les médias. On pense à la décision scélérate du Parlement européen du 19 septembre dernier, enfin, oui, 19 septembre pardon, 2019, dans une belle unanimité qui va des écolos à l'extrême droite, de mettre un point d'égalité entre nazisme et communisme et ses implications répressives évidentes. On l'a vu encore en Espagne, où ça a failli passer. Tout cela s'aligne sur les décisions ukrainiennes, baltes, polonaises de criminalisation du communisme, avec des amalgames ignobles et en occultant les responsabilités du capital dans l'éclosion du fascisme. Euh, bon, il est sûr que le fait de décider de mettre ces articles en ligne, enfin, en livre, pardon, résultait chez moi aussi le besoin de répondre tout simplement, hein. C'est sûr que le fait, à la suite du premier déconfinement, le fait que le seul cinéma en bas de chez moi, le seul film qui passait, c'était L'ombre de Staline, ce qui est à dire pour moi de la propagande néo-bandériste, évidemment, m'a insisté quand même, m'a particulièrement motivé dans le fait de répondre. Il dit aussi que nos enfants, on voit les programmes scolaires, nos enfants subissent un véritable lavage de cerveau anticommuniste, hein, maintenant dès l'école, hein, via les cours sur le totalitarisme. Je crois qu'il faut répondre par tous les moyens, à tous les niveaux. Il faut que chacun prenne la parole, bien sûr avec le maximum de connaissances possibles. Euh, donc, la différence, effectivement, avec l'avocat, hein, je connais la métaphore de l'avocat, c'est qu'un avocat déontologiquement doit être prêt à défendre n'importe quel accusé pour lui trouver des circonstances atténuantes, même s'il est coupable. Dans mon cas, je suis évidemment de tout cœur avec les historiens en question. Et en réalité, je suis d'autant plus prêt à les défendre, à les soutenir que je mets vraiment du temps, personnellement, à me convaincre du fait qu'ils avaient fondamentalement
d'entamer ses recherches. Le facteur essentiel de cette prise de conscience historique est lui-même soumis à des aléas historiques, principalement l'ouverture des archives de l'URSS après la disparition de cette dernière, mais pas uniquement soviétique. Donc premier temps, je parlais des archives soviétiques, dans un deuxième temps, je parlais des archives non soviétiques. Corrobore, en fait, d'une certaine manière. Donc la première remarque, elle me semble extrêmement banale, parce que ça devait être réglé dans l'opinion depuis 20-25 ans. Et c'est toujours pas le cas. Le fait macroscopique, il me semble, c'est qu'on nous a littéralement baladés durant toute la guerre froide quant à la quantification de la répression stalinienne, à tel point que quand je lis dans un dernier livre du sieur Michel Onfray, Les 20 millions de morts du Goulag, je me demande s'il le fait exprès ou s'il n'est pas simplement stupide. Les millions de morts du communisme, ce n'est pas l'échelle des camps du Goulag. On va discuter après des historiens. Pour Zemskov, c'est 1,6 million, dont 900 000 en temps de guerre. C'est difficile d'ailleurs d'imputer ces 900 000 aux autorités soviétiques, étant donné que c'est pendant la guerre. Ce n'est pas ceux des grandes purges. Les grandes purges, c'est 700 000 morts. Les millions de morts, c'est ceux qu'on a infligés aux communistes, c'est-à-dire 27 millions de morts de victimes durant la Seconde Guerre mondiale. Un chiffre entre 20 et 30 millions. Bon, c'est aussi pour ça que l'amalgame scandaleux entre nazisme et communisme, en plus d'être factuellement intenable, politiquement criminel, en ces temps de fascisation, et mensongèrement odieux, c'est oublieux du lien entre le capitalisme et le fascisme, il est moralement absolument intenable. Donc le chiffre, comme je vous le dis, je le tiens de Viktor Zemskov. Alors, qui est Viktor Zemskov? Je m'appuie beaucoup sur lui. Parce que Viktor Zemskov est un historien qui n'est pas communiste, qui n'est pas spécialement engagé, qui est très, très historien, et qui, lui, a travaillé tout le temps sur les archives. C'est à lui qu'on doit les principales archives. Et Nicolas Werth, comme vous le savez, qui est le responsable dans le livre noir du communiste du passage sur l'Union soviétique, lui a rendu hommage après sa mort. Il est décédé en 2015. Et dans son dernier ouvrage, Nicolas Werth lui rend non seulement hommage, mais surtout montre à quel point il a été important dans ses propres recherches à lui. Donc, je vous le cite, je rencontrais Viktor Zemskov qui m'expliqua longuement par quel recoupement minutieux de sources il était parvenu à établir les chiffres qu'il proposait avant de me recommander à l'archiviste responsable des fonds du Goulag, laquelle m'ouvrit l'accès à une partie de ces documents. Je réalisais d'emblée que les découvertes de mes collègues russes méritaient d'être largement diffusées par une revue d'histoire étrangère accessible à la large public, etc. etc. Donc, vous voyez, Zemskov n'était pas simplement quelqu'un qui appréciait Werth, mais aussi un véritable passeur. Et le fait est que les chiffres que citent les historiens du courant institutionnellement dominant, je ne sais pas tellement comment les appeler, mais les gens disent mainstream, j'aime pas beaucoup les anglicismes, mais effectivement c'est un peu ça. De toute façon, tout le monde cite à peu près Zemskov parce que c'est lui qui est le premier à aller aux archives et a passé sa vie dans les archives. Bon, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand on lit Zemskov dans le texte, c'est forcément dans le texte parce qu'il n'est pas traduit, on se rend compte que cet éloge, on ne va pas trouver une réciproque en termes d'éloge. Voilà ce qui. Là, je reprenais parce que j'ai retrouvé beaucoup d'articles sur Internet. J'ai commencé d'abord comme ça. Je me suis rendu compte qu'ils les avaient collectés dans un livre dont je dispose actuellement. Et ce livre ces articles sont encore plus étoffés. Et j'ai même vu d'ailleurs une certaine polémique avec le livre noir. C'est dans le livre qui s'appelle Staline i narod, Почему не было восстания. Ça veut dire Staline et le peuple, pourquoi il n'y a pas eu de révolte. Et voilà ce qu'il dit. Enfin, il montre très bien que quant à la quantification de la répression stalinienne, pour Solzhenitsyn, on était à 110 millions de morts. Je vous rappelle que la population soviétique, au début de l'Union soviétique, ça va être 150 millions. Vers la guerre, on est à 200 millions. C'est-à-dire que pour Solzhenitsyn, on voulait nous faire gober qu'en gros, un Russe allait tuer l'autre. En fait. La population avait diminué par deux avec dans un pays qui avait résisté à non seulement la guerre civile, au moins 14 armées étrangères, Hitler, plus après la guerre froide.
On a voulu faire gober ça. Bon, Zemskov donne un chiffre en gros des historiens de la propagande de guerre froide. Il dit qu'on attribuait à cette répression 50 à 60 millions de morts. Pour la période occidentale post-soviétique, en gros, il porte surtout à Nicolas Vert et au Livre Noir, il dit 20 millions. Et lui, sur la base de ses propres documents et ses propres calculs, il dit 2,6 millions. Donc, on est passé de 110 millions à 2,6 millions. Je pense que même dans ce calcul-là, comme je vous dis, il y a quand même un petit problème, qui est le fait d'attribuer quand même 900 000 morts au goulag pendant la Seconde Guerre mondiale aux autorités soviétiques. Je veux dire, c'est une période où, de toute façon, les gens meurent par millions de faim, des causes de la guerre, de l'agression hitlérienne. Donc, effectivement, la publication du livre noir du communisme, qui est resté quand même beaucoup dans les esprits en 1997, atteste effectivement d'un réel problème, mais ils étaient obligés de tenir compte d'une certaine manière de certains chiffres d'ouverture des archives, et notamment c'est pour ça que d'une certaine manière, ils n'ont pas renoncé à la propagande des millions de morts, parce qu'ils l'ont retrouvé au niveau mondial en allant chercher en Asie, parce que là, on peut vraiment tout dire, parce que là, on dispose de quasiment aucun chiffre, parce que n'importe quelle catastrophe naturelle en Chine, à n'importe quelle période, sur le fleuve Jaune ou sur le fleuve Bleu, ça fait de toute façon énormément de victimes. Et évidemment, en attribuant toujours les causes de catastrophes naturelles en régime communiste aux communistes, et à la nature quand c'est un régime capitaliste. Hein. Ça, c'est ce qui prédispose, disons, à leur manière de faire. Il faut rappeler aussi que pour Nicolas Vert lui-même, qui était quand même en partie obligé de tenir compte des ouvertures des archives, il y a des biais dans l'argumentation qui sont absolument scandaleux. Ça a été relevé. Je pense à Léo Figuère, par exemple. C'est le fait que la guerre civile n'est même pas évoquée. On ne sait pas qu'il y a une guerre civile. Ou alors on en implique de toute façon les victimes, qu'elles soient, y compris même ceux qui, à cause de la guerre civile, ont pu mourir par exemple de famine ou de maladie pendant le fait que effectivement le pays était dans un véritable chaos. On implique tout ça aux communistes. Et ce que dit Viktor Zemskov, parmi les victimes de la terreur politique, les auteurs du livre noir comptaient même ceux qui sont morts de faim en 1921-1922, famine dans la région de la Volga, causée par une grave sécheresse. Et il dit même Medvedev et d'autres experts de la guerre froide avaient jamais osé faire ça. Donc voilà les problèmes du livre noir qui est quand même fondamentalement resté dans les esprits. Et en même temps, comme je vous dis, il y a déjà une volonté de tenir compte du fait que leur discours n'est pas tenable. Ce qui explique aussi pourquoi il y a eu ce conflit entre j'allais dire, l'école verte du livre noir, qui était finalement pas le pire, et l'école Courtois. Alors là, on voulait pas renoncer si facilement à cette propagande martelante à la Solzhenitsyn, et qui servait d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, la Solzhenitsyn à justifier le franquisme, à justifier Pinochet, comme il l'a fait à chaque fois qu'il venait en Occident, sous couvert d'anti-communisme. Il faut aussi remonter il n'y a pas que Michel Onfray qui parlait des millions de morts, il y avait aussi un certain Adolf Hitler dans Mein Kampf. Enfin, ça a servi bien avant que lui, justement, ces millions de morts, il ne les fasse, il ne les produise par son invasion de l'Union soviétique. Donc, effectivement, il faut répondre à tout ça. Ça, c'était la base de l'ouverture des archives. Évidemment, beaucoup de gens, Bergson nous reproche, aux éditions Delga, on a publié à peu près 200 titres. L'impression que dans certaines réactions que je vois, on serait carrément l'éditeur d'un seul livre qui s'appellerait Khrouchtchev a menti, qui résumerait à lui tout seul les travers dans lesquels nous serions tombés. Et des gens nous disent quelle horreur, vous en êtes prêt à nier l'existence du goulag, ou des choses comme ça. Je rappelle que le goulag n'est même pas le sujet du rapport Khrouchtchev. Hein, donc, personne n'a jamais nié l'existence du goulag, hein, comme je viens de vous le démontrer. Simplement, ce ne sont pas des camps d'extermination. Et même Anne Applebaum, l'auteur du livre qui fait autorité dans les milieux néoconservateurs aux États-Unis, hein, qui est correspondante pour The Economist, hein, qui est comme un journal très libéral, tout noir sur blanc, ces camps n'étaient pas destinés à tuer. Et donc, il faut effectivement. Je crois que ces 20 millions de personnes dont parle Onfray en disant qu'ils sont morts au goulag, il y a peut-être une confusion sur le fait que effectivement la fourchette haute, les gens qui seraient passés par le goulag
Et c'est vrai que c'est quand même effectivement très excessif. On a bien fait de le faire payer, ça je tiens à le dire publiquement, évidemment. On doit arriver à peu près à 20 millions, mais effectivement, ben non, ils sont pas morts. Ils sont pas morts là. Le chiffre, c'est 1,6, et donc, dont je vous dis, dont 900 000 pendant la guerre. Donc, ce n'était pas des plans d'extermination. Je discute de certaines choses, par exemple, le canal Belomor, les morts sur ce chantier du Goulag. On parle de 20 000 morts. Ce que m'a fait comprendre Ganverfur, d'ailleurs, c'est que j'étais en correspondance avec lui, il me montre que 43% des morts sont sur l'année 33, c'est-à-dire à cause d'une épidémie de typhus. Donc, il n'y a pas une volonté de tuer les gens au travail. On a les mêmes chiffres, et là, il n'y a pas spécialement d'épidémie de typhus. Dans le percement du canal de Panama, ou alors dans le domaine du colonialisme, la ligne de chemin de fer Congo-Pointe-Noire, c'est à peu près le même nombre de victimes. Là, on parle de gens qui sont soit en régime colonialiste, qui n'ont strictement rien demandé, soit en régime salarial. Donc, il faut quand même faire ces comparaisons dans le quantifiable pour se rendre compte de quoi on parle. Les millions de prisonniers à l'apogée du goulag, à l'instant T, il n'y en a jamais eu plus de 2,7 millions en tout à un instant T. Je rappelle la population carcérale aux États-Unis en 2010, parce qu'on n'a pas des chiffres, j'ai pas trouvé des chiffres plus récents, c'était 2,3 millions. Alors, la différence, c'est que le goulag a été fermé. Je pense qu'effectivement, moi, je préfère un socialiste sans camp de travail. Hein. C'est une évidence. Je préfère qu'on trouve d'autres solutions. Mais ce qui est dingue, c'est que vraiment, la population, on ne voit pas quelle dynamique dans le capitalisme. Par exemple, pour prendre les États-Unis, ce sont des pays très violents. Hein. La Russie et les États-Unis, leur histoire est violente. Les conditions aussi carcérales, pénitentiaires sont particulièrement violentes. On ne voit pas quelle dynamique dans le capitalisme états-unien ferait qu'on sortirait de ça, au contraire. Alors que bon, le goulag, il faut quand même rappeler que ça n'a duré que effectivement une vingtaine d'années. Donc, je m'excuse vraiment, je me rends compte que d'un point de vue strictement argumentatif, parler du quantitatif comme ça, il y a un côté désobligeant pour les victimes, parce que de toute façon, on pourrait toujours se dire que c'est toujours trop, même si effectivement on ne peut pas demander à un pays agressé de renoncer à avoir un système pénitentiaire. Mais par contre, des fois, on est obligé absolument de répondre à cette question quantitative. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on vous dit, comme le documentaire Apocalypse Staline, vous avez l'ombre de Staline, là je parle d'un autre documentaire qui est passé récemment, qui vous dit le destin des prisonniers soviétiques sera tragique, les survivants seront déportés par Staline parce qu'ils se sont rendus à l'ennemi. C'est-à-dire, en gros, ils reprennent une fable qui a été composée en 1956 hein, par Khrouchtchev et les autres, que Staline leur a dit « nous n'avons pas de prisonniers, nous avons des traîtres ». Et donc, on laisse croire que tous les gens qui seraient revenus de captivité, tous les soldats soviétiques revenus de captivité seraient allés directement au goulag. Bon, justement, ce qui est dingue, c'est qu'on les a, les chiffres, je veux dire, on sait exactement. Donc moi, j'ai retrouvé sur Zemkov, il a étudié ça. Je peux vous le lire. Donc, sur les 1 539 000 prisonniers de guerre revenus, bon, 475, revenus en URSS d'octobre 1944 au 1er mars 1946, en provenance d'Allemagne, 280 000 ont été démobilisés, donc sont rentrés chez eux, ils étaient trop vieux pour continuer le service. Le gros des prisonniers de guerre étant en âge de continuer le service ont été réintégrés dans l'armée. Il ne reste que le contingent spécial remis au NKVD pour gravité spécifique, moins de 15% de personnes. Et Damskov ajoute: il ne faut pas oublier que la majeure partie de cette catégorie de prisonniers de guerre rapatriés était à un moment donné, après la captivité, entrés dans le service militaire ou la police de l'ennemi. Voilà pourquoi on est obligé simplement de dire bon, bah, c'est combien de personnes, c'est qui, quoi, parce que quelle était là, et là simplement la thèse que n'importe quel prisonnier rentré de captivité est suspect et va tout de suite au goulag, elle tombe tout de suite. Hein. Donc une autre chose que je voudrais aborder justement grâce à Zemskov, c'est qu'il ne peut pas y avoir. On peut lui poser la question sur la possibilité que ces archives aient été trafiquées et donc qu'il y ait une sorte de double comptabilité, une réelle et une fausse. Donc lui repoussait complètement cette possibilité avec des arguments quand même tout à fait probants. Je vais vous les lire. La question de la contrefaçon pourrait être envisagée si nous nous appuyons sur un ou plusieurs documents distincts,
Cependant, il est impossible de simuler un fonds d'archives entier situé dans un stockage d'État avec des milliers d'unités de stockage qui comprend également une vaste gamme de matériaux primaires. En supposant que les matériaux primaires sont faux, cela n'est possible qu'avec l'hypothèse d'une idée absurde que chaque camp avait deux bureaux, un qui effectue une véritable paperasserie, un second qui en effectue une fausse. L'hypothèse selon laquelle cette documentation pourrait contenir des informations sous-estimées est indéfendable, car pour les organes du NKVD, donc l'entité du KGB, il n'était pas rentable et même dangereux de sous-estimer la portée de leurs activités, car sinon elles risquaient de tomber en disgrâce vis-à-vis du pouvoir pour activité insuffisante. Vous voyez, il pousse très loin, la logique est très bonne. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez aller jusqu'au bout, faut avoir deux bureaux, en fait, qui fassent exactement la même chose, l'un qui sous-estime, l'un qui surestime. C'est complètement absurde. Euh, donc, tout ce que je voulais dire par là, par rapport à ce qu'on sait des archives soviétiques, en termes de quantification de la répression, et qu'on ne peut pas nier, ça affirme complètement l'idée que le communisme est bien pire que le capitalisme, que le communisme est particulièrement fait un certain nombre de catastrophes métaphysiquement mauvais. Je rappelle quand même que d'un point de vue strictement même ontologique, anthropologique, l'homo economicus, le principe posé du libéralisme, on se cite commun avec le fascisme, qui suppose une forme d'agressivité humaine. La baisse tendancielle du taux de profit découverte par Marx montre que justement le capitalisme est à la recherche de débouchés et crée un risque de guerre intrinsèque, ce qui n'est pas le cas du communisme. Bon, là, on revient dans des problèmes absolument, ontologiques qui nous éloignent un peu de notre propos, mais on ne peut pas prouver ça. On peut pas prouver cette nocivité particulière du communisme par rapport au capitalisme, bien au contraire. Et je rappelle que si on parle aussi de la question des famines, qui revient toujours, ce sont les communistes qui, en Russie comme en Chine, ont mis fin à la période de famine. Effectivement, comme je vous dis, l'histoire de l'URSS, l'histoire de la Russie était, on en a parlé d'ailleurs ici dans cette même salle, j'allais dire, enfin en tout cas dans ce même cadre, on avait parlé déjà avec des famines de l'histoire de la Russie. Effectivement, ce dont on parle pour la famine en Ukraine, c'est bien la dernière de l'histoire russe, mais à part celle qui a résulté de la Seconde Guerre mondiale. Ça, évidemment, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas aussi du fait que dans le régime capitaliste actuel, mondialisé, les famines continuent. Hein. Et vous pouvez lire Jean Ziller qui détaille ça très bien. Mais donc, effectivement, il y a ce risque de guerre qui est lié en fait à cette présentation des choses. On a effectivement la russophobie qui l'accompagne, hein, puisqu'on présente effectivement les Russes comme un peuple taré par l'autoritarisme, qui aurait accepté n'importe quoi. Et c'est un peu ce qui anime Zemskov, parce que justement, c'est pas quelqu'un d'idéologiquement marqué, mais c'est quelqu'un qui refuse cette idée que son peuple serait particulièrement, comme je vous dis, aurait ces caractéristiques-là, cette vision en fait raciste qui a souvent des Russes, qui a souvent été portée en Occident, et qui sert en fait à toutes les invasions, à toutes les ingérences occidentales. Non, c'est pour ça aussi qu'il faut ramener, c'est pas simplement faire de l'apologie du système stalinien, ça n'est pas cet objectif, c'est aussi, j'allais dire, enfin c'est d'abord de supprimer toute forme de russophobie agressive, anticommunisme délirant qui mène à la guerre. Hein. Il faut être clair. Bon, maintenant je parle à mon deuxième point, qui est l'importance des archives non soviétiques. Alors, ce qu'il ne faut pas croire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui continuent à sortir. Hein. Il n'y a pas simplement que ce qui a été ouvert tout de suite après la chute de l'URSS. Vous avez notamment, par exemple, en 2018, en mai 2018, je pense que moi, j'ai vu quasiment c'est parce que je suis au courant par d'autres historiens que je le sais, mais je n'ai vu quasiment, en tout cas, aucun article, dans quasiment aucune langue là-dessus. On a le compte-rendu sténo de l'interrogatoire du procès Tukhachevski, qui était le seul procès des procès de Moscou, c'est le seul procès le procès des généraux, le procès de l'armée, de l'état-major, de 8 personnes, est un procès qui s'est tenu à huis clos, pour des raisons militaires évidentes de secret défense. Donc maintenant, on dispose de ce dont on disposait pour les 4 autres procès. Bon, il y avait des choses qui ont été divulguées avant, notamment l'interrogatoire de Tukhachevski lui-même,
était en partie connu des chercheurs, mais on n'avait pas l'ensemble. Alors, c'est un découpement exceptionnel parce que c'est 172 pages, alors qu'on nous présentait les choses sous Gorbatchev en disant on vous le donne pas parce que de toute façon il n'y a rien du tout, il n'y a rien là-dedans, ça n'existe pas, tellement tout ça est une suite d'élucubration. Donc bon, déjà ça fait 172 pages, un récit en lui-même cohérent. Mais je sais bien que cet argument ne convaincra pas. Parce que de toute façon, on nous a toujours dit que l'essentiel des procès de Moscou sont un tissu d'élucubration. Et j'allais même dire, moi qui suis passé par bien des étapes pour arriver à comprendre que ça bougeait dans l'historiographie soviétique, j'avais l'impression de lire certaines brochures militantes d'il y a quelques temps, qu'effectivement, bon, des partisans en gros de la direction stalinienne, ou disons des communistes très orthodoxes, avaient tendance, j'aimerais quand même, c'est un peu c'est un souvenir, j'aimerais peut-être vérifier justement, parce que peut-être je n'avais pas les connaissances à l'époque pour juger sur pièce. Mais j'avais effectivement l'impression que donc, ces camarades-là se servaient simplement des interrogatoires, enfin des comptes rendus des procès de Moscou pour dire bah, regardez, ils ont avoué, donc ils sont coupables. C'est un piège argumentatif qui est objectivement catastrophique. Catastrophique parce que déjà on ne répond pas aux objections, on ne répond pas à l'objection première qui est de dire tout ça est faux, vous devez prouver autre chose. Et en même temps, ces camarades-là ne se rendaient pas compte du fait que s'ils ne s'en tenaient qu'à ça, hein, et encore, bon, je demande à voir, s'ils ne s'en tenaient qu'à ça, ils tombent dans un travers qui est de dire, bah, vous voyez, en gros, il y avait un interrogatoire et les flics ont raison contre des braves gens qui sont victimes de tout. Et en gros, ça veut dire qu'en tout temps, à toutes les époques, les flics ont toujours raison. Effectivement, c'est pas la même chose que d'imaginer que de braves révolutionnaires, anciens bolcheviques, romantiques, ont été victimes du politique. Et c'est pas la même chose d'imaginer qu'il y avait un réel complot unissant des gens prêts à tout pour renverser le pouvoir, y compris à s'allier avec des puissances étrangères comme l'Allemagne et le Japon fasciste, à créer un véritable chaos et prendre le pouvoir. Là, on peut comprendre que le pouvoir se soit défendu et aussi défendu sa propre population, étant donné en plus qu'on sait ce qu'il y a eu. Là, je voudrais rendre hommage aux camarades qui simplement ont eu des doutes, parce que maintenant ces doutes sont confirmés, je vais vous expliquer en quoi, mais ont eu des doutes sur le fait que cinquième colonne pilotée par l'Allemagne, des gens type réseau Otto Abetz, comme on en avait en France, le meilleur bouquin, je pense que vous le savez tous dans cette salle, c'est cette salle, oui, au sens métaphorique du terme, c'est le livre de Daniel Croix qui s'appelle Le choix de la défaite. Mais il y a eu effectivement des cinquièmes colonnes, il y en a eu dans énormément de pays que les nazis comptaient envahir. Le fait est qu'en 1941, à l'invasion allemande, cette cinquième colonne ne s'est pas manifestée en Union soviétique. Donc il est tentant de penser qu'elle a été véritablement détruite auparavant. Donc, ne serait-ce que cet argument faisait qu'on pouvait se demander si justement il n'y avait pas un soupçon de vérité dans les archives, dans le compte rendu des procès de Moscou. Donc, mais j'ai totalement conscience que ne suffit pas cet argument de dire ils ont avoué, donc c'est vrai. Cet argument est catastrophique et que les gens ne croient surtout pas que tout le courrier historiographique que je défends en est là. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Sur les procès de Moscou, ce qui est parfaitement intéressant, c'est qu'il y a une véritable chaîne, une véritable réaction en chaîne même, de découverte en découverte, et que ça a complètement bouleversé notre vision des procès de Moscou. Donc la première, elle aboutit pour l'instant, hein, je pense que celui qui a fait le plus de travail, c'est Grover Fleur, sur tous ces livres consacrés à Trotsky. Alors, je vous le dis pour le public français, il y en a un qu'on a publié, c'est le numéro 1, c'est les amalgames de Trotsky. On va bientôt sortir le numéro 2. Et là, le 3, lui, Trotsky 1, Trotsky 2, Trotsky 3. Le Trotsky 3 va paraître, je crois, le mois prochain en anglais. Ils peuvent lire directement l'anglais. Bon, qu'est-ce que. Je résume un gros trait parce qu'en fait, il y a toutes les preuves qui viennent corroborer en fait, les déclarations des procès de Moscou. Alors, le premier qui l'apporte, ça paraît pas être étonnant, mais c'est Pierre Brouet. Pierre Brouet, qui était à l'époque, au début des années 80, en tout cas, enfin, dans les années 80 et jusqu'à
sa mort, sans doute le meilleur historien trotskiste au niveau mondial. Et ce qu'il a fait, c'est qu'à l'ouverture des archives Trotsky à la librairie, la Houghton Library de l'université Harvard, il a envoyé tout de suite une équipe, hein, dès le début de l'ouverture, c'est-à-dire en janvier 1980. Ils ont travaillé d'arrache-pied, ils reviennent quelques semaines après, ou je crois 2 mois après. Ils reviennent avec des documents exceptionnels. Ils reviennent avec une lettre, par exemple, de Léon Sedov, le fils de Trotsky, pour le bloc d'opposition, qui s'est créé en 1932, avec ce qu'on appelle des anciens capitulars. Alors, le capitular, qu'est-ce que c'était? C'était des gens qui avaient renié leur trotskisme, hein, publiquement, et avaient réintégré en fait le parti, hein, et s'étaient désolidarisés de Trotsky alors en exil. Zinoviev, Kamenev, hein, notamment, et bien d'autres. D'autres chercheurs, je pense, ils trouvent encore d'autres documents qui attestent que Trotsky était resté en communication avec ces gens dont ils ne veulent plus entendre parler officiellement. Je pense par exemple à ce qu'il a dit sur Katakov ou sur Radek. Comme vous le savez, les accusés un petit peu accusés du deuxième procès, il avait dit ces gens-là sont mes pires ennemis, je ne veux plus rien entendre, plus rien avoir à faire avec eux puisqu'ils m'ont complètement renié, je n'ai plus aucun contact. Bon, bah, quelqu'un comme Archibald Getty était très connu, hein, dans l'historiographie parce que dès les années 80, il travaillait sur les archives de Smolensk, il avait une vision déjà très critique en fait de la vision de la guerre froide. Mais bizarrement, enfin, je vous dis, c'est pas du tout quelqu'un de politisé. Mais alors lui, il trouvait encore plus d'autres perles dans les archives Trotsky un peu plus tard, vers 85-86. Il a trouvé un reçu de lettres de Trotsky que Trotsky a envoyé à Radek, alors que Radek était censé faire partie des capitulars. Hein. Donc, effectivement, Radek a expliqué au procès, bah, cette lettre, j'ai bien reçue à Genève. Il s'agissait toujours de continuer donc, le bloc de l'opposition. Donc, ce qui est là vraiment absolument certain, c'est que contrairement à ce qu'a dit Trotsky, il y avait bien une opposition organisée. En 2017, on a fait une découverte dans une prison de Verkhnie-Uralsk. On a découvert une mine de littérature politique des détenus trotskistes, qui ne font que confirmer qu'il y a une extrêmement forte organisation. D'ailleurs, je voyais un article du WS, ce sont des trotskistes anglo-saxons, et j'allais dire, ils ne tarissaient pas d'éloges devant cette activité débordante, mais précisément, sans se rendre compte que ça contredisait complètement ce qu'avait dit Trotsky en minimisant devant la commission d'Ouest son activité. Alors, vous avez par exemple aussi dans ces documents, un des arguments dans ces documents nouveaux qui viennent corroborer le procès de Moscou, pardon de ne pas terminer mes phrases, vous avez l'affaire du Bristol. Alors ça fait partie, j'allais dire, c'est le contre-argument le plus fort de Léon Trotsky face à la commission Dewey. Alors Dewey, c'était ce philosophe américain qui était venu l'interroger à Mexico pour faire une sorte de contre-enquête. Et ce qu'il avait dit, c'est vous êtes venu, Holtzman, donc un accusé du premier procès de Moscou, hein, celui de Zinoviev et Kamenev, qui en fait était le réel intermédiaire entre Ivan Smirnov et Trotsky. Holtzman, le procès affirme que Holtzman m'a rencontré à l'hôtel Bristol à Copenhague. Il n'y a jamais eu, enfin, il y a plus depuis 1917 un hôtel Bristol à Copenhague. On voit que tout ça est une invention de la GPU, enfin plutôt du NKVD. Tout ça est absolument grotesque. Tout ça est un tissu de mensonges. Bon, alors, il y a eu sur cette affaire, il y a eu beaucoup de recherches, notamment quelqu'un c'est en ligne, hein, vous pouvez trouver ça, c'est Sven-Erik Holström, qui a montré que, bon, bah, à côté il y a bien un café Bristol, tout près de la gare de Copenhague, à l'endroit déclaré. Et il se trouve que l'hôtel, qui s'appelle Grand Hôtel, effectivement pas Bristol,
se trouve juste à côté. Effectivement, on désigne mal l'inscription de Grand Hôtel et tout le monde avait l'impression que le café et l'hôtel étaient liés. Il y a eu toute une enquête dessus pour montrer. En fait, il y avait aussi une question, c'était que Holtzman disait j'ai rencontré Sedov dans un couloir qui menait de l'hôtel à ce café. Et effectivement, il y a bien eu, on a montré qu'à l'époque, en 32 mais plus en 36, il y avait bien ce passage. Et d'ailleurs, c'était la même famille qui gérait l'un et l'autre. Donc, donc non seulement ça a été vérifié, mais alors, coup de théâtre, en 2015, une archive a été, parce qu'il y a des archives qui sortent, classifiées, comme je dis, comme on peut comprendre au compte-gouttes. Alors là, maintenant, ce sont pas là, ce sont les interrogatoires des procès de Moscou. Je ne parle pas du compte-rendu du procès de Moscou qui était public pour les trois et non public jusqu'à 2018 pour Kerchevski. Mais dans les interrogatoires des procès de Moscou, en 2015, il y a eu un document absolument important où on voit en fait que justement, dans l'interrogatoire de Holtzman, le NKVD envoie des gens au Danemark en fait, vérifier l'information. Donc, ils vérifient l'information simplement, et puis ils reviennent. Ils demandent à Olson, en disant, mais écoutez, il n'y a pas d'hôtel Bristol, qu'est-ce que vous nous racontez là? Et effectivement, on se rend compte que Holtzman répond, ah oui, j'ai commis une erreur. Là, c'est pas un mensonge ni quoi que ce soit, ni une volonté de faire avouer n'importe quoi dans le camp d'en face, enfin, j'allais dire chez les interrogateurs. C'est simplement le fait que oui, le type s'est trompé. Donc, intelligemment, Trotsky a utilisé ça pour démonter les arguments, mais simplement, c'était totalement possible. Alors, ce que veulent dire aussi ces enquêtes-là, c'est qu'on n'est pas du tout dans le cas où le NKVD a déjà un scénario tout prêt et qu'il cherche à faire avaler aux accusés. Il y a une question évidemment douloureuse qu'on est obligé d'aborder parce que tout le monde y pense, même si en fait elle n'est pas pertinente pour ce qu'on recherche dans la vérité historique, c'est la question de la possibilité que ces accusés aient été torturés. Une police politique, de toute façon, surtout dans des périodes difficiles, ça n'est évidemment jamais tendre. Donc je crois que ce n'est pas de la naïveté excessive que de supposer qu'il y a vraiment une enquête. J'allais dire, peu importe, je ne dis pas peu importe le point de vue moral, dans n'importe quel système. Personnellement, je comprends très bien que je suis pour un système où il y a au point de vue strictement juridique, un témoignage obtenu sur la torture devrait être déclaré non valable. Ça, je suis totalement d'accord, hein, qu'on ne se méprenne pas. Mais nous, ce qui nous importe pour la vérité historique, pour savoir ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le contenu des procès de Moscou sont vrais ou faux. La question essentielle porte sur le fait, est-ce que le NKVD voulait faire avaler une histoire et, déjà toute préparée? Et il faut dire, c'est un véritable roman policier dans ce cas-là. Hein. C'est-à-dire qu'en plus d'être des tortionnaires, ce sont quand même une activité littéraire, c'est du Lesner, hein, pour mélanger autant le brigandage et l'imagination littéraire. Là, ce serait alors, la PSOA, le véritable endosser le rôle de Deutéronome. Voilà, est-ce qu'il voulait faire avaler ça ou au contraire, est-ce qu'il recherchait, est-ce qu'il faisait une enquête? C'est ça qui doit nous intéresser. Et pour le cas du Bristol, qui était le contre-argument de Trotsky le plus important, on force est de constater que c'est bien le cas. Voilà, je vous donne un exemple. On va en prendre un autre, c'est le vol de Piatakov. Alors là, on m'a envoyé des camarades italiens qui s'appellent Burgio, Leoni et Sidoli. On fait un livre qui s'appelle Il volo di Piatakov sur la coopération tactique entre Trotsky et les nazis. Ils ont fait en fait toute cette enquête pour montrer, parce qu'on a reproché à Piatakov, dans un voyage qui était ministre de l'industrie lourde à l'époque, en décembre 1935, d'avoir rencontré Trotsky dans les environs de Oslo à partir d'un avion qui partait de Berlin. Il ne pouvait partir de Berlin qu'avec la complicité des autorités allemandes, hein, 1935, donc c'est les complicités nazies. Il montre en fait que, il démontre en fait la contre-enquête qui a été faite, et il montre que c'est tout à fait plausible. C'est un livre qui fait 600 pages, hein. Mais c'est pour montrer que c'est ça que les gens cherchent. Alors ce que ça démontrait, moi je les trouve modestes dans les conclusions qu'ils portent. Et en fait, ils vont pas jusqu'à
ils vont pas jusqu'à dire que tous les trotskistes étaient au courant de cette collaboration avec les nazis. Ils vont pas jusqu'à dire que Trotsky est un fiefé fasciste. C'est pas ce qu'ils veulent dire. C'est que Trotsky a pratiqué le défaitisme dit révolutionnaire avec l'URSS de l'époque, en pensant qu'ils reviendront au pouvoir en faisant des concessions territoriales en Ukraine pour l'Allemagne et pour le Primorier avec le Japon. C'était d'ailleurs sa seule manière de revenir au pouvoir. Et qu'il a joué un jeu extrêmement dangereux. D'ailleurs, s'il a pris soin de rencontrer Piatekov pour lui expliquer ça de visu, en prenant des risques absolument épouvantables, c'est bien parce que ça posait certainement problème et qu'il fallait bien le faire admettre. Et donc, je ne dis pas que tous les trotskistes comprennent de la véracité de ces témoignages, n'implique pas que tous les trotskistes aient été au courant de ces manigances, ni même qu'intrinsèquement le trotskisme est une sorte de fascisme, hein, c'est pas ce que je veux dire. Simplement, ils ont fait confiance avec un individu extrêmement douteux, extrêmement louche, qui était prêt à tout pour revenir au pouvoir. Et j'allais dire, relisons un peu, reprenons si tout ça ne vous intéresse pas. J'ai pas parlé, effectivement, il y a des tas de documents qui sont très intéressants. La fameuse lettre de Masny au président Benech qui parle d'un complot Tukhachevski. Là, en ce moment, je suis en train comme j'ai relu l'interrogatoire Tukhachevski, je compare avec ce que Annie Lacroix dans Le poids de la défaite montre de ce que savaient les chancelleries occidentales à propos de Tukhachevski, c'est-à-dire qu'elles étaient toutes en fait, au courant. Et elle donne, et j'allais dire, on retrouve au détail près ce qu'elle annonce. Ça, c'est intéressant parce que justement, là, je parle de comparaison entre les archives occidentales et les archives soviétiques. Là, on a des points communs tout à fait troublants. Et j'allais dire, c'est par cette comparaison qu'on arriverait à établir cette tendancielle véracité des procès de Moscou. Mais j'allais dire, reprenons un petit peu les textes de Trotsky lui-même. Le programme de transition, hein, on est en 1938, il parle de renversement de la bureaucratie thermidorienne elle-même. Hein, c'est dans le programme. On est en 1938, hein, vous voyez les enjeux quand même. Hein, vous voyez qui, de toute façon, veut envahir l'Union soviétique à cette date. Hein. Il y a des choses encore plus troublantes. On a parlé, en 1939, Trotsky écrit quand même 4 articles pour l'indépendance de l'Ukraine. 4. Vous pouvez, si vous voulez vérifier, vous allez sur Internet, vous avez l'œuvre de Trotsky, il y a des trotskistes qui ont bien travaillé, ils ont mis beaucoup de textes de marxistes en ligne, ça c'est bien. Ils ont mis aussi les œuvres Trotsky, ce qui est aussi très bien. Hein, ils n'ont pas bien travaillé en français parce que là c'est œuvre choisie, choisie c'est jamais bon. Œuvre complète, regardez tous les articles de 1939, vous en voyez 4 sur l'indépendance ukrainienne. Alors je veux dire, quand on connaît un tout petit peu la politique, on sait bien que politique se rapproche des jeux d'échecs, on ne se contente pas de jouer un bon coup, on a un plan derrière la tête, on a une stratégie, on établit une stratégie. Si on fait souvent du billard à trois bandes, si on parle de quelque chose, c'est parce qu'on a la suite dans les idées. Effectivement, il faut aussi savoir qu'à l'époque, parce qu'évidemment, il parle d'une Ukraine indépendante, socialiste, qui serait ni vouée à Hitler, ni vouée à Staline, mais qui serait une véritable république socialiste soviétique d'Ukraine indépendante. Il faut savoir que des éléments nationalistes de gauche en Ukraine à l'époque, ça existait à peu près autant que les fameux rebelles syriens progressistes, bien qu'islamistes. Enfin, c'est le même raisonnement, quoi, si vous voulez. D'ailleurs, d'une certaine manière, un certain raisonnement trotskiste qui perdure aujourd'hui. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut quand même avoir un petit peu aussi de culture pour appréhender ces choses-là, parce que il faut comprendre ça sur le long terme. On sait que c'est quand vous voyez les thèses de Brzezinski en disant quand on attaque l'URSS, on va la diviser en 3, il faut lui prendre l'Ukraine parce que sans l'Ukraine, la Russie est foutue. Il faut savoir que si vous lisez un bouquin de Simpson qu'on va bientôt faire paraître, Splendide bête blonde, il montre bien qu'il y a eu la CIA a recyclé des nationalistes ukrainiens après la guerre pour faire une armée d'invasion. Quelqu'un comme Jeffrey Roberts, on a publié Les guerres de Staline, montre bien qu'il y avait des guerres de partisans ukrainiens jusqu'en 1952 ou 1953, tellement c'était virulent, et puis on sait à quel point ils étaient ces bandéristes, hein, pour les appeler par leur nom, à quel point ils étaient effectivement pro-nazis et absolument pas marxisants, contrairement à ce que laissait croire Trotsky. Alors évidemment,
des gens vont vous dire dans cette période que vous mettez un régiment avec un autre, mais donc ça, c'est le régiment typique du complotisme. Donc, c'est aussi remettre les choses c'est avoir suffisamment de culture pour remettre les choses dans leur contexte. Donc, euh, voilà. Donc, je pense quand même d'une certaine manière, la thèse quand même ce qui va tomber, c'est effectivement la thèse de la absolue non-véracité des pensées de Moscou. Bon, il n'empêche, hein, et d'ailleurs même les Italiens que j'ai lus, là, tendaient aussi à ça, c'est différent de ce qu'on appelait les grandes purges. Les grandes purges, là, ce ne sont pas une soixantaine d'accusés au procès de Moscou, là, c'est 700 000 morts. Bon, effectivement, même les autorités soviétiques ont reconnu qu'il y avait énormément d'innocents là-dedans, ne serait-ce qu'à cause du procès Yezhov. Donc, effectivement, de toute façon, ce n'est pas à mettre au crédit du régime. Molotov, à la fin de sa vie, dans un entretien publié en français avec un livre très intéressant avec Chouyev, d'entretien, dit de toute façon, on a voulu éliminer toute cinquième colonne dès le départ. Alors, il y a toute une polémique, même c'est Getty qui se plaignait de ça, parce que l'historiographie de la guerre froide fait passer pour une déclaration de Staline par rapport à ça dans les répressions, une lettre, appelle ça les quotas de Staline. En fait, Staline mettait des limites au contraire à la répression, parce que le but était de traquer des contre-révolutionnaires. Effectivement, fallait pas du tout dans l'esprit de Staline, il fallait que ça reste dans une certaine limite. Bon, là, moi, je ne peux pas justifier quoi que ce soit. Simplement, bon, donc ces 700 000 morts sont néanmoins à mettre en balance avec ce que l'URSS a littéralement subi de l'invasion fasciste, hein, c'est-à-dire vraiment 27 millions de morts, entre 20 et 30 millions. Effectivement, si Hitler avait vaincu, son programme, il faut quand même le rappeler, c'est l'extermination et la mise en esclavage. Donc, on va me dire à quel prix ils ont résisté, mais de toute façon, c'est que face à un pays, une invasion exterminatrice et esclavagiste, la liberté n'a pas de prix. Hein. Et je rappelle l'adage de Cicéron qui est Salus populi, prima lex. Alors, le problème, c'est qu'on demande à personne, personnellement, je trouve que c'est un piège encore argumentatif, on demande à personne d'être stalinien. Parce que dans la période stalinienne, il faudrait amener des choses totalement, pas contradictoires, mais des choses qui révulsent moralement, des choses qui, au contraire, sont totalement justifiées dans la défense d'un pays, avec de toute façon cette œuvre admirable qui est la lutte contre le fascisme et l'organisation d'un peuple quasiment à partir de rien sur les rimes de la guerre civile. Hein. Bon. Alors après, je reviens toujours à ma méthode de comparaison, qui a l'air aussi désagréable, hein, mais pourtant qu'il faut bien évoquer. Donc 800 000 condamnations à mort pour raison politique sous l'ère stalinienne, tout compris. Hein, et effectivement, le gros de la période, c'est 700 000 pendant les grandes purges. Donc c'est 800 000 morts. Zemskov, c'est pas moi qui aurait eu l'idée de comparer, mais lui il le fait. Et il montre que la répression franquiste, c'est 80 000 morts. Il prend le chiffre bas, parce que j'ai vu ce que disait Anthony Bivor, il y a des tas de régions où la répression n'a pas été calculée. 80 000 morts de répression franquiste, surtout qui a duré jusque dans les années 40, hein, comme vous savez, qui était particulièrement féroce. Et Zemskov dit, en ordre de grandeur, c'est exactement la même chose, parce que l'Espagne comptait 10 fois moins de population, 10 fois moins de personnes, que l'Union soviétique. Hein. L'Espagne de l'époque, c'est 20 millions de personnes, et l'Union soviétique de l'époque, c'est 200 millions de personnes. Donc, ce qu'on nous fait passer, ce qu'on pourrait le plus reprocher à Staline, et qui s'explique aussi pour des raisons défensives, des raisons de paranoïa, j'allais dire là, jacobine, hein, parce que si on peut comparer quelque chose, là, je crois, dans la logique même, c'est la logique jacobine, hein, de dictateur de salut public, hein, devant une invasion qui, dans les procès de Moscou, montre bien qu'elle est réelle, que, j'ai oublié de dire aussi, il y a l'interrogatoire de Schulze-Boysen par rapport aussi à la guerre d'Espagne, interrogatoire qui est paru en Allemagne, Schulze-Boysen, qui lui était un agent soviétique, et qui les Allemands reprochent d'avoir vendu certains secrets trotskistes sur le déclenchement de l'insurrection de mai 1937. Vous avez le document Arao, qui est un document écrit par un attaché militaire japonais à Moscou, qui a été trouvé par la NKVD et qui a été mentionné dans le rapport d'enquête de Khrouchtchev dans les années 60, un rapport qui n'a jamais été publié, mais qui a été publié après la chute de l'URSS. En fait, on découvre qu'il existait pour eux un document
dont le NKVD s'était pas servi. Ce document est en revanche complètement accablant. Bon, voilà, j'ai oublié de parler encore de ces autres éléments. Mais c'est pour ça, mais parce que je parlais de la guerre d'Espagne, c'est pour ça que je repensais à Schulze-Boysen, qui était un membre de l'Orchestre Rouge. Donc, moi, j'aurais aucunement l'idée de comparer Franco et Staline. Hein. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, c'est ce qui est complètement. Finalement, ce qui est assez horrible, c'est que c'est quoi un coup d'État fasciste à la Franco? Bah, c'est vous faites l'équivalent des grandes purges comme ça d'emblée, alors que le pays ne subit aucune agression universitaire. Vous n'avez même pas cette excuse-là. Hein. Donc, c'est évidemment inadmissible. Mais personne, je sais bien que dans le pion public, personne n'aurait l'idée de comparer l'affreux de Staline, qui ne peut être comparé qu'à Hitler, voire qui est pire, à un bricoleur comme Franco. Excusez-moi, je me mets à leur place. Hein, c'est pas, enfin, en tout cas, un dictateur de second rang comme Franco. Donc, simplement, toujours pareil, il faut quand même reprendre, parce qu'on sait bien que tout ça sert à une propagande qui est communisme et capitalisme, et tout en taisant, bien sûr, le fait que le fascisme n'est qu'un pseudopode, en fait, hein, du capitalisme. On voit très bien où ça mène. Bon, toujours Zemskov, hein, aussi, parce que ça explique beaucoup de choses. Il en conclut que 97,5% de la population soviétique n'a pas été soumise à une quelconque forme de répression politique. Et ça explique aussi pourquoi c'est l'objet de son livre, hein, pourquoi le peuple ne s'est pas révolté. Ça explique aussi beaucoup pourquoi c'est incompréhensible en Occident, pourquoi la plupart des Russes, fussent-ils de droite, hein, n'ont pas une animosité excessive envers Staline. C'est parce que la plupart du temps, ce qu'ils gardent en mémoire, c'est la résistance au fascisme, la résistance à une agression qui a fait du millions de morts dans le pays, et pas cette répression qui était bien réelle, mais qui a touché beaucoup moins de personnes. Bon, j'ai déjà fait 1 heure je vais continuer à aller très très vite. Je ne vais pas rentrer sur les questions sur l'Ukraine, mais j'en parle beaucoup dans mon livre. Je donne effectivement encore les chiffres de Zemskov, mais je cite surtout Mark Togger, spécialiste mondial de l'agriculture, de la question, et qui est véritablement un caillou dans la chaussure de tous ceux qui veulent prouver qu'il y aura une famille génocidaire. Pour cette thèse est complètement démolie en fait par ce personne qui a passé sa vie en fait à expliquer ça. Il y a même des documents que m'a envoyé Agnella Croiry sur la famine au Kazakhstan, les limites d'une thèse d'Isabelle Ohaillon soutenue par Nicolas Vert. Déjà, première remarque, hein, cette famine touchait le Caucase Nord, la région de la Volga, le Kazakhstan, donc pas que l'Ukraine. Hein. Donc, de facto, ça supprime la possibilité même d'une famine créée artificiellement. Donc, Mark Togger montre bien que les prélèvements habituels, hein, de l'État sur les régions ont cessé. Donc, que les autorités soviétiques se sont rendues trop tard, effectivement. Trop tard, ça c'est vrai, mais de la catastrophe. Donc, effectivement, ils ne sont pas responsables du fait de l'avoir créé. Une catastrophe qui était due à des raisons thématiques, et aussi au fait qu'eux-mêmes pensaient qu'il y avait une pression militaire du Japon, une évasion. Il y a tout un contexte, hein, une évasion possible. Donc, pareil, cette thèse sur la famine au Kazakhstan montrerait que hésite toujours de savoir pour chiffrer en fait les chiffres de cette famine, enfin pour chiffrer l'étendue des dégâts de cette famine. On hésite toujours entre ceux qui ont quitté le Kazakhstan et ceux qui sont morts. On ne précise jamais, donc effectivement, ça permet toutes les ambiguïtés. J'ai fait ma petite enquête sur le film L'ombre de Staline. Alors, c'est quand même assez drôle, c'est que ce journaliste qu'on nous montre allant là-bas, se livrant lui-même au cannibalisme, voyant des actes de cannibalisme. Ce qui est intéressant, c'est que son propre petit-neveu, qui connaissait très bien, dont la mère a écrit un livre apologétique sur Gareth Jones, ce fameux journaliste. J'avais découvert, ça n'a évidemment pas été repris par la presse française, on l'a que dans la presse britannique, dans le Sunday Times. Gareth Jones n'a vu ni cadavre ni cannibalisme, mais s'est encore moins livré à des actes cannibales. Il n'a jamais vu de réquisition de blé, de travaux forcés ou encore de charrettes de cadavres. Il n'a jamais été poursuivi, ne s'est jamais enfui, caché ou déguisé durant sa marche le long de la voie ferrée. Il n'a jamais été emprisonné. Loin de ce qu'affirme le film, je ne pense pas qu'il se soit senti en bien grand danger, protégé qu'il était par sa connaissance du courant du russe, etc.
fait, a protesté sur les représentations de ce film. Vous savez qu'il y a toute une polémique sur le fait que lorsque la presse américaine a parlé de cette famille, ils utilisent des photos de 1921. C'est vrai qu'ils ont toutes les peines du monde à montrer des photos de cette famille, que je ne lis pas, je le dis précisément. Hemscoff, qui lui a beaucoup d'éléments, la chiffre à 3 millions plutôt que 6. Mais effectivement, il suffit de voir des problèmes enfin, il y a des problèmes démographiques, hein, mais encore faudrait-il d'ailleurs les étudier sur la durée, mais il y a comme évidemment eu une catastrophe. Hein. Simplement, effectivement, il y a toujours un gros problème sur les photos. Donc, Annie Lacroix discutait aussi du fait que m'avait envoyé un document comme quoi Otto Schiller, attaché agricole à l'ambassade d'Allemagne, qui en fait est une sorte de préposé aux préparatifs de l'invasion de l'Ukraine, a passé son temps à photographier les villages, printemps et été 33, et elle me donnait même les codes d'archives du Foreign Office qui l'occupaient. Elle me disait s'il y avait eu des photos de cadavres en 33, s'il en avait vu comme Gareth Jones, c'est sûr qu'elles auraient été livrées au public occidental. Bon, alors, qu'est-ce que ça prouve tout ça? Je ne cherche absolument pas à nier l'étendue de cette famine, mais s'il y a une telle difficulté à trouver des photos malgré tout ça, c'est que peut-être cette famine n'a pas la même ampleur que la famine de 1921. Donc, c'est tout ce que je dis. Au moins, pour expliquer donc cette anomalie de l'absence de photographie, pourquoi faudrait-il, sous preuve d'anti-stalinisme gratuit, laïque et obligatoire, écarter d'emblée l'hypothèse que donc, la famine de 1933 est tout simplement de moindre dimension par rapport à 21? Bon, à tous les mois, on pourrait faire preuve au moins de prudence au lieu d'enchaîner après année ces bilans macabres qui sont proprement exponentiels et qui rappellent, je rappelle encore, la propagande de Mein Kampf. Hein. Bon, je vois que l'heure tourne. Je ne vais pas parler de Katyn. Il se trouve que j'ai publié le livre de Gros Verfure absolument renversant. Je voudrais dire, avant les découvertes du charnier Volodymyr Volonynsky en 2011-2012, on pouvait raisonnablement penser, et malgré le fait que les documents soi-disant remis par les autorités russes, enfin, qui ont véritablement été remis, mais c'est plutôt ces documents sont pas probants. Hein. Il y avait véritablement des faux, hein, notamment un rapport anachronique marqué PCUS, alors que c'est le nom du parti qui ne sera donné qu'en 1952, sur une lettre de Beria demandant l'exécution des officiers polonais. Bon, malgré tout, ça affirmait les pseudo-preuves qu'on nous donnait de la culpabilité soviétique dans l'affaire, mais on ne pouvait pas non plus démontrer l'inverse. Hein. C'était, disons, parole contre parole. Simplement, la découverte de chantier de Volodymyr Volynski, un lieu de massacre de population d'Ukraine occidentale par les SS, on a exhumé 2 badges de soldats polonais qui étaient censés avoir été exécutés selon la version officielle à 1200 km de là. Hein. Et évidemment, pas à la même époque. Donc, tout ça fait s'effondrer. Il y a énormément. Je ne parle pas des ambiguïtés déjà du rapport allemand. Tout ça, c'est dans le livre d'Orfer. Et puis, bon, si vous aimez les vidéos exclusivement, on a fait une vidéo avec Bruno Drewski, une sorte de dialogue autour de la question, dialogue critique, autour de cette question de Katyn à l'hybride tropique. Je vais aller très vite et après, je vais vous laisser passer la parole. Il y a plein de bobards de la guerre froide que je démonte. Par exemple, je m'appuie sur Geoffrey Roberts pour montrer que non, c'est pas possible que l'armée soviétique se soit arrêtée devant Varsovie pour laisser les habitants se faire écraser par les nazis et la prendre qu'après, puisqu'il y a bien une offensive avant. C'est le spécialiste des questions militaires, il le montre très bien. Pareil, hein, il y a toujours un argument pour dire que les soviétiques n'ont été que portés à bout de bras par les Américains pour vaincre les nazis. Non. Jeffrey Roberts montre que le fameux pré-bail s'est élevé à 10% de l'effort de guerre. Il n'a été l'essentiel, n'arrivera qu'après Stalingrad. Effectivement, ils attendaient de voir lequel aurait gagné, hein. Même si beaucoup de choses sont jouées dès 1941. Et surtout, et en plus, il montre à quel point les Américains ont brusquement arrêté le pré-bail dès la chute de l'Allemagne nazie. Encore une légende qui tombe. On parle toujours de déportation des peuples. Ce qui s'était passé avec les Tatars de Crimée, par exemple. Sur 150 000 Tatars de Crimée envoyés en Ouzbékistan en mai 1944, 191 personnes sont mortes. Hein, c'était 0,13% du total pendant le transport. Bon, je rappelle, c'était la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle aussi, alors ça c'est Viktor Zemskov qui donne le chiffre. Overfur
a donné un argument je sais qu'il est irrecevable dans les oreilles aujourd'hui, mais c'est pas mieux d'expliquer, pourtant je pense qu'il a raison. C'est que si on avait appliqué les lois de la guerre, du moins aux hommes qui avaient collaboré avec les nazis pour les Tartares de Crimée, c'était la survie de cette nationalité qui posait problème. Donc le fait même de les avoir déplacés loin des arrières de l'armée rouge, quand l'armée rouge refluait vers l'ouest contre les nazis, le fait même de les avoir déplacés était en fait un acte de clémence. Mais évidemment, Jean-Jacques Marie va vous dire très humaine déportation des peuples en rigolant. Bon, mais effectivement, ce déplacement de population n'est pas une extermination. Il y a eu 0,13% de gens qui sont morts durant le transport. Pareil, Staline aurait liquidé complètement l'armée rouge après l'affaire Tukhachevski. Donc les chiffres, c'est 7,7% du commandement militaire, la Pyrénées, du commandement militaire, hein, pas de l'armée. 3,7% l'année suivante. Je pourrais parler encore de beaucoup de choses. Je pourrais parler aussi du fameux. Je donne les références d'un spécialiste de la question. Du fait, on a dit que Staline avait livré à Hitler des communistes allemands. Je montre que le grand spécialiste de cette question, qui s'appelle Wilhelm Menzing, je cite un article allemand qui est en ligne, je vous dis Eine Morgengabe Stalins an den Paktfreund Hitler. C'est en ligne, il a fait un site très complet sur la question, il affirme complètement cette thèse. Et voilà, je cite même mes amis qui s'appellent Guillaume Tsuin sur Lysenko, parce que là aussi ça a servi à les présentations. Je veux dire, Lysenko a été présenté toujours comme un charlatan. Le fait est qu'il n'aurait pas pu avoir la carrière qu'il a eue s'il n'y avait pas quelque chose qu'il avait mis en avant, c'est-à-dire la formation de blé de printemps à partir de blé d'hiver par vernalisation. C'est ça qui fait son succès. Effectivement, la négation, surtout la négation de la génétique, était une grave erreur. Mais alors sur la fameuse hérédité des caractères acquis, le développement même de la science, et notamment l'épigénétique, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que l'épigénétique est quand même une des branches de la génétique. Donc c'est l'épigénétique qui finit d'une certaine manière par lui donner raison sur ce point-là, en tout cas. Et c'est normal, il en va ainsi de l'histoire des sciences. Voilà, mais ça, je vous renvoie quand même à Guillaume Tsuin. On pourrait parler effectivement de défense du matériel dialectique historique par un de mes amis qui s'appelle Georges Gastaud, dans le Mercredi, qui lui a pris très au sérieux la philosophie soviétique. C'est quand même la philosophie de l'époque dont on parle, et un peu après, et notamment défense de la dialectique de la nature, en s'opposant aussi à l'idée qu'il y aurait de ce qu'on tolère en Occident, c'est-à-dire le marxisme dit occidental, pour qui en fait l'idée de dialectique n'est possible qu'avec l'apparition de l'homme. Enfin, c'est Kojève, du Sartre, etc. Là, il n'y a pas de dialectique de la nature. Ou alors, ce serait supposé, pour Sartre, supposer qu'il y a une dialectique de la nature, et c'est jugé très critique. Et c'est intéressant aussi de défendre effectivement non seulement la philosophie soviétique, ça a été déjà fait par un philosophe qui s'appelle Bernard Jeux, évidemment pas dans tous ces aspects, c'est-à-dire que n'importe quel pays, vous avez des mauvais, des bons, hein, vous avez tout, mais effectivement il y avait une philosophie soviétique bien active, et surtout l'idée même de dialectique de nature, ontologique en fait, est tout à fait défendable, en tout cas tout à fait plaidable. Bon, je terminerai peut-être après, il y a plein de choses dans le domaine intellectuel. Qu'est-ce que c'est que le stalinisme? Alors, je ne sais pas forcément quoi répondre. Je crois que le mot est piégeant. Par exemple, on avait publié, c'est un premier livre, on tenait absolument à ce livre. Pour moi, je pense que c'est un des meilleurs livres du XXe siècle. C'est La destruction de la raison de Karl Lukács sur l'ensemble des courants réactionnaires. Ils ont amené différents biais, pas consciemment pour tous évidemment, comme ils ont amené au fascisme en Allemagne. Ce livre a toujours été jugé le livre extrêmement stalinien, au mauvais sens du terme, au sens le plus, j'allais dire, répressif du terme. Et un chercheur comme Nicolas Tertullian, qui est maintenant décédé, avait noté malicieusement que placer la question philosophique dans le domaine de la raison, de l'irrationnel et l'irrationnel, ça n'était pas du tout le dogme jdanovien de l'époque, où toute l'histoire de la philosophie était vue sous le prisme de l'affrontement entre matérialisme et idéalisme. Et en même temps, justement, ça levait pas mal d'hypothèques, parce que il suffit de penser à la première thèse de Marx sur Feuerbach, sur les avantages actifs de la connaissance qui est portée par l'idéalisme allemand et qui est supérieure au matérialisme vulgaire. On voit bien que rien que cette phrase fait exploser la différence entre matérialisme et idéalisme, qui existe toujours, je ne nie pas, mais comme seul schéma interprétatif.
Et justement, une personne comme Hegel, il suffit de dire ce que Lénine écrivait sur Hegel, et qui est, j'allais dire, le penseur à la fois le plus idéaliste par excellence, mais en même temps ceux auxquels les marxistes doivent beaucoup. Donc voilà à quel point justement ce livre, très stalinien, mais alors là justement, quand on disait la description de la raison de Lukács est un livre stalinien, quelque part de la part surtout de ceux qui le disaient, je pense que c'est un hommage, parce que c'est le livre le plus antifasciste. Lukács, c'est un livre qu'il a écrit en exil, justement pour lutter contre le fascisme. Ce qui reste aussi du stalinisme, ce qui reste aussi de ce qu'on appelle le stalinisme, c'est la grande victoire contre le fascisme. Et le fait qu'on vive toujours, c'est quelque chose qui perdure à la chute de l'URSS dans un monde post-1945, où le colonialisme est supprimé, d'où l'idée même de supériorité de tel peuple n'existe plus, n'est plus tenable en tout cas. Enfin, le colonialisme, en tout cas sous sa forme officielle, n'existe plus, le racisme non plus. Ce monde-là, il perdure. On nous ensemble d'une certaine manière les enfants. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup de choses, le terme stalinien. Je crois qu'il faut comprendre cette période dans toute sa complexité, dans toute la polysémie de ses acceptions. Et ce qui est certain, c'est que le communisme doit retrouver un cap et des repères qu'on a perdus depuis le rapport Khrouchtchev, hein, et ce, en conformité avec les connaissances et les analyses dont on dispose actuellement, bien sûr, hein, point de vue scientifique, malgré un climat de terreur de plus en plus malsain. Hein, donc voilà, je terminerai là-dessus. Je confie la paix aux communistes et qu'on laisse faire la recherche. Voilà. Merci à tous. Ouais, Émeric, c'est